sortir justement, pour me racheter un peu de toute la noirceur dont je parle du catalogue, en parlant du catalogue, il y a un texte qui est formidable, enfin, plusieurs textes, puis un recueil de nouvelles qui s'appelle Derrière le mur de briques de Tibor Déry. Et Tibor Déry, c'est le contraire c'est le contraire, ou c'est plutôt la preuve de ce que disait Frédéric sur la manière de jouer avec le noir et la manière de voir autre chose derrière, puisque c'est un texte qui a été écrit dans la Hongrie totalitaire, au temps où tu veux peut-être nous dire quelques mots sur Tibor Déry, mais rapidement, il a été emprisonné à la fois par les fascistes et par les communistes, c'est tout gagné. Il en tire un recueil de nouvelles qui parle de ce moment totalitaire, des problèmes d'emprisonnement, des problèmes de la vie en temps de guerre, et il arrive à faire quelque chose d'absolument lumineux derrière tout ça, avec des moments de pur amour et de pure lumière. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots avant qu'on en lise un extrait? Oui, Tibor Déry, c'est un très grand auteur hongrois qui a traversé tout le XXe siècle. Il a commencé à écrire juste après la Première Guerre mondiale, ou pendant la Première Guerre mondiale. Il a vraiment traversé tous les mouvements littéraires et artistiques du XXe siècle. Le dadaïsme, le surréalisme, il a écrit des romans et des nouvelles très réalistes. Il a écrit même un roman très absurde, presque, je vais dire kafkaïen, mais c'est pas vraiment ça quand même. C'est plus absurde et moins noir quand même que Kafka. C'est un auteur de romans, un auteur de nouvelles, et c'est quelqu'un qui, comme tu l'as dit, a eu une vie cosmopolite d'abord, et puis il y a eu des problèmes avec différents régimes. Il y a eu des problèmes dans les années 30 avec le régime fasciste ou quasiment fasciste de l'amiral Horthy, parce qu'il avait traduit Gide en hongrois. Il avait traduit Retour du RSS, donc c'est pas vraiment non plus un livre qui fait l'apologie du communisme. Il a eu ensuite des problèmes avec le régime communiste, on va dire, dans les années 50, parce qu'il a participé tout simplement à la révolution de 56 avec un groupe d'écrivains, et il voulait plus de liberté, il voulait une autre forme de socialisme. Ça reste un homme de gauche et engagé, mais très humaniste, et il avait envie de changer le rapport au pouvoir et de changer la société. Il a écrit beaucoup de romans, il a écrit énormément de nouvelles, et les nouvelles qui se trouvent dans ce recueil, donc Derrière le mur de briques, ce sont des nouvelles des années 50. Il y en a 7, je crois, sauf erreur de ma part, qui traversent toutes les années 50 et qui parlent à la fois du petit peuple de Budapest, qui parle des gens qui subissent la guerre, qui subissent la faim, les problèmes économiques, les problèmes politiques, parce qu'ils sont plus ou moins opposants politiques, et encore, c'est même pas certain. C'est quelqu'un qui parle de l'absurdité du système, mais avec une écriture vraiment très simple, très belle, et qui arrive à montrer que finalement, même dans ce contexte-là, il y a de l'espoir, et c'est vraiment touchant. Enfin, je ne sais pas quelle nouvelle tu veux lire. Mais... Amour, un extrait d'Amour. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment subjectif, mais c'est vraiment la nouvelle qui m'a le plus remué dans tout le recueil. C'est la même chose avec la lecture. Tu parlais de kafkaïen tout à l'heure. Il y aurait une erreur à faire, à ne pas commettre en attaquant ce livre. Quand on pense justement au monde totalitaire et aux écrivains totalitaires, on en vient régulièrement au tchèque et on pense à Kafka, et ça n'a rien à voir. C'est un esprit qui est complètement différent. N'abordez pas Derrière le mur de briques en vous attendant à lire un tchèque un peu à la Kundera ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas du tout la même manière de procéder. Alors pour les besoins de la soirée, on a sérieusement coupé dans Amour pour vous donner un aperçu de ce que peut être la nouvelle. Mais c'est l'un des plus beaux textes, une des plus belles histoires d'amour, une des plus belles manières de parler de l'amour, et surtout en temps difficile, quoi. Et là, il y a vraiment une lumière folle, quoi. Pour situer le contexte, comme on démarre une fois la nouvelle passée, la personne va être relâchée de prison après 7 ans d'emprisonnement. Ouais. Dans le couloir, il attendit encore 1 heure environ. Puis,
On l'accompagna en bas avec 3 autres détenus jusqu'à la porte principale de la prison. Mais avant qu'il n'ait atteint la porte, un gardien-chef accourut derrière eux et arrêta le groupe. Des 4 hommes, il en isola un, qu'ils firent accompagner vers le bâtiment, encadré par 2 gardiens armés d'une mitraillette. Le visage de l'homme était fraîchement rasé. Il jaunit, comme s'il se remplissait de bile. Ses yeux devinrent vitreux. Les 3 autres continuèrent jusqu'à la porte. « Là-bas, le tramway, vous le prenez, » dit le gardien à B, après l'avoir contrôlé. Puis il lui remit son attestation de libération. B se tenait debout et fixait le sol devant lui. « Vous attendez quoi ?» demanda le gardien-chef. B restait debout, à regarder le sol. « Allez, du balai !» dit le gardien. « Vous attendez quoi ?»« J'y vais, » dit B. « Alors, je peux partir ?» Le gardien ne répondit pas. B mit le document dans sa poche et franchit la porte. Il fit quelques pas et fut tenté de regarder derrière lui, mais il se força à continuer. Il tendit l'oreille, mais n'entendit aucun pas dans son dos. Il pensa que s'il arrivait jusqu'au tramway sans qu'aucune main ne le rattrape par l'épaule, sans que personne ne l'interpelle en criant son nom, alors il pourrait y croire. Il serait définitivement libre. Définitivement. Lorsqu'il atteignit l'arrêt, il se retourna d'un coup. Personne ne l'avait suivi. Il fouilla dans sa poche, mais il n'avait pas de mouchoir pour éponger la sueur sur son front. Il monta dans le tramway qu'un crissement avait amené jusque-là. Au même moment, un gardien de prison descendit de la 2e voiture et longea la première. De ses yeux minuscules, enfoncés dans son visage grêlé, il fixa B d'un air provocateur, en prenant son temps. B ne le salua pas. Le tramway démarra. À cet instant précis, cette fraction de seconde où il ne salua pas le gardien de prison et où le tramway s'ébranla, le monde autour de B se remplit de sons. C'était la même sensation qu'au cinéma, lorsque les images défilaient sans le son à cause d'une panne et que tout d'un coup, en plein milieu d'une phrase, d'un mot, la voix sortait à nouveau de la bouche que les acteurs ouvraient en vain. Alors la salle sourde et muette, où les spectateurs semblaient eux aussi privés de leur 3e dimension, se remplissait d'un seul coup, et jusqu'au plafond, de musique bruyante, de chansons, de dialogues. Autour de B, toutes les couleurs commencèrent à exploser. Le tramway qui venait en face était d'un jaune tel qu'il n'en avait encore jamais vu, et il fila tellement vite devant une maison basse et grise que B redouta qu'il ne puisse jamais s'arrêter. De l'autre côté de la rue, 2 chevaux aussi rouges que des coquelicots caracolaient devant un chariot vide. Leur cadence ensorcelante faisait vibrer les nuages féeriques qui moutonnaient dans le ciel. Les vagues d'un jardinet vert bouteille défilèrent, avec 2 boules d'un vert flamboyantes derrière elles, la fenêtre ouverte d'une cuisine. Sur les trottoirs, des millions d'êtres humains déambulaient, tous en civil, plus beaux les uns que les autres et pourtant différents. Beaucoup, parmi eux, étaient d'une taille étonnamment petite. Certains arrivaient à peine aux genoux des passants. Ils étaient nombreux, ceux que des bras devaient porter. Et que dire des femmes ? B sentit ses yeux se remplir de larmes. Il gagna l'intérieur de la voiture. La voix douce de la contrôleuse était agréable et résonnait avec douceur. C'était au cœur qu'elle parlait. B valida son ticket et s'assit dans un coin à l'arrière de la voiture, sur un siège isolé. Il se replia sur lui-même. Il redoutait de flancher s'il restait ouvert. Il regarda un moment par la fenêtre. En face, sur le trottoir, devant le portail de la brasserie, il aperçut un homme qui caressait le visage d'une jeune femme. Il fouilla à nouveau dans la poche de son pantalon, mais ne trouva toujours pas de mouchoir pour éponger la sueur froide qui dégoulinait de son front. Un ouvrier prit la place libre en face de lui, 10 bouteilles de bière dans son sac. Un peu plus tard, il fait le trajet et il arrive chez lui, en tout cas anciennement chez lui, et il reste quelque temps dans l'appartement à attendre sa femme. Quand il fut imprégné de l'odeur de sa femme, au point de ne plus la sentir, il descendit dans la rue, devant la porte du jardin. Sa femme apparut peu après, au coin, entourée de 4 ou 5 enfants. Lorsqu'elle s'approcha de la porte, elle ralentit subitement sa marche, s'arrêta même un instant, puis se mit à courir vers lui. Sans s'en rendre compte, B se mit lui aussi à courir.
Quand ils furent tout près l'un de l'autre, elle eut un mouvement de recul, comme si elle n'était plus tout à fait sûre, puis elle s'élança à nouveau. B reconnut le gilet de laine gris à rayures noires qu'il lui avait acheté dans une boutique du centre-ville juste avant son arrestation. Le souffle et la chair de sa femme avaient une teneur particulière, unique en son genre, inédite. Cela éclipsait tout ce qu'il avait pu conserver d'elle durant ces 7 années de prison. Ils cessèrent de s'enlacer. B s'appuya contre la barrière. Derrière sa femme, à quelques pas, se tenaient 4 ou 5 garçons, curieux mais le visage un peu perplexe. Ils avaient dans les 7 ou 8 ans et n'étaient pas 5, mais seulement 4. Adossé à la barrière, B les observa l'un après l'autre. « Lequel est le mien » demanda-t-il. Sa femme se mit à pleurer. « Montons » dit-elle en pleurant. B entoura son épaule. « Ne pleure pas. »« Montons » dit-elle, toujours en larmes. « Ne pleure pas. Lequel est le mien ?» Sa femme donna un coup dans la porte du jardin et se précipita vers la maison, puis elle disparut sous le porche, entre les 2 buissons de lilas blancs. Elle était encore aussi svelte que lorsqu'ils avaient été séparés, et elle courait en faisant des bonds larges et souples comme le jour où elle avait été poursuivie par une vache quand elle était toute jeune fille, et que la peur avait donné à ses jambes des mouvements sauvages et incontrôlés. Là-haut, à l'étage, elle retrouva son calme. B la rejoignit devant la porte de l'appartement. Il n'y avait que sa poitrine, ses seins de jeune fille qui se soulevaient sous le gilet à rayures noires. Elle ne pleurait plus, mais sous ses yeux la peau était encore humide, des larmes qu'elle avait essuyées. « Mon amour » chuchotait-elle. « Mon amour » Son chuchotement était si poignant qu'il aurait aimé puiser un par un les mots de sa bouche. On vous laissera découvrir la suite de cette histoire, c'est extrêmement fort. Ça a été difficile de publier Tibor Déry en français? Ça a été une aventure, ouais. On reprenne, c'est beau ce que tu as lu. Oui, ça a été difficile. Enfin, Tibor Déry, c'est plutôt... Moi, je le connaissais pas, j'avoue, c'est Nathalie qui le connaissait, et, parce qu'elle avait fait des études de hongrois. Et en fait, Tibor Déry, c'était un auteur qui avait été beaucoup traduit en France dans les années 50 et 60, même jusqu'au début des années 70. Il avait été publié notamment au Seuil et chez Albin Michel. Et les livres, comme d'habitude, ça devait être un traducteur qui avait ses entrées dans les grandes maisons d'édition et qui avait réussi à faire publier ses romans et certaines nouvelles. Et à la fin des années 70, ça s'est arrêté complètement. Années 80, 90 et même 2000, il n'y avait plus rien eu du tout de Tibor Déry disponible où que ce soit. Et en fait, donc, Nathalie connaissait ses écrits et on s'est dit, Tibor Déry, ça vaudrait vraiment le coup de le faire redécouvrir en France. Du coup, on a fait des recherches à Strasbourg. On a une très bonne bibliothèque universitaire qui a, étonnamment, on ne sait pas pourquoi, mais un fonds Tibor Déry extrêmement fourni, un fonds en hongrois. Pratiquement tous les livres et toutes les nouvelles, tous les recueils de nouvelles sont disponibles en hongrois à la bibliothèque universitaire de Strasbourg. Et du coup, on a essayé de retrouver ses ayants droit, parce qu'il est mort dans les années 70. Ça a été compliqué, on va dire, euphémisme, et parce qu'il se trouve que Tibor Déry n'a pas d'héritier et que les droits sont allés à l'État hongrois. Dans les années 70, État hongrois qui était quand même une dictature encore dans ces années-là. Et ça a changé, sauf que les pratiques sont restées un peu les mêmes, puisque c'est une agence d'État qui gère maintenant ces droits, qui est passée certaines formes de communisme à un libéralisme assez étrange aussi, puisque en fait c'est compliqué de négocier des droits avec eux, ils ne comprennent pas trop le système. Les filmés, ils vont voir. Ils ne comprennent pas trop le système de l'édition en France. Ils considèrent apparemment que comme Tibor Déry c'est un très grand auteur hongrois et que dès qu'il y a un livre de Tibor Déry qui sort en Hongrie, la moitié de la population, c'est-à-dire à peu près 5 millions d'habitants, vont acheter Tibor Déry. Alors en France, il y a 65 millions d'habitants, ou 60 millions d'habitants, donc il y a 30 millions de lecteurs potentiels de Tibor Déry. Ce qui ne me déplairait évidemment pas, ça je dois l'avouer. On est encore très loin du compte. Ça viendra, il faut garder l'espoir. Mais bon voilà, donc les conditions, on va dire, les conditions de cession des droits sont trop complexes, trop compliquées. On aurait voulu continuer
L'idée, quand on a lancé le premier recueil, c'était vraiment de faire traduire toutes les nouvelles de Tibor Déry et de sortir toutes ces nouvelles en français. Et il y a du travail. C'est vraiment en plus, c'est vraiment un auteur qu'on adore. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible. Donc ça va s'arrêter là pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres éditeurs avec beaucoup plus de moyens que nous le feront. En même temps, ceux qui ont beaucoup plus de moyens s'intéressent assez peu à ce genre de littérature. Je pense qu'il faudra attendre 2040 pour que quelqu'un le réédite ou l'édite, puisque dans ce cas-là, il se tombera dans le domaine public. Incertitude donc dans le métier d'éditeur aussi. Oui, incertitude permanente dans le métier d'éditeur, ça c'est clair.